Monsieur Yves Fernand Mafumbi est le ministre gabonais du Commerce et des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Bienvenue sur notre plateau, monsieur le ministre. Merci. Nous vous recevons dans la continuité de la concertation nationale qui a réuni du 13 au 23 février 2023 plus de 60 délégués issus de la majorité présidentielle et de l'opposition pour dresser le cadre propice à des élections crédibles, transparentes et apaisées. Monsieur le ministre, comme annoncé par le président lui-même, il a adopté il y a quelques jours une loi qui va acter la modification de la loi fondamentale afin d'apporter les amendements issus des concertations. Quelle sera la prochaine étape après cela? Bien, merci une fois de plus. Comme vous venez de le rappeler, ce qu'il faut retenir, c'est que le dernier Conseil des ministres, effectivement, a acté la révision constitutionnelle en ce qui concerne ces actes. La prochaine étape qui resterait, c'est d'apporter ce dossier auprès des institutions constitutionnelles, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, pour que la révision constitutionnelle soit actée autour d'un congrès. Et une fois actée, c'est pour légitimer l'ensemble des recommandations qui ont été retenues tout au long de cette concertation. Justement, parlons des étapes. Le président avait annoncé qu'il y aura une commission de suivi. Et l'opposition a suggéré que cette commission devrait être inclusive, avec notamment des membres de l'opposition et des membres de la majorité présidentielle. Quel serait vraiment le rôle de cet organe et quelles seraient ses attributions? Bien. Justement, comme vous l'indiquez, qu'il faut retenir, c'est que ce comité de suivi, comme son nom l'indique, aura pour mission de suivre tout à fait. l'ensemble des recommandations consensuelles issues de cette concertation. Voici pourquoi, lors du dernier Conseil des ministres de vendredi 3 mars 2023, il a été pris un décret instituant ce comité, qui sera présidé par le Premier ministre chef du gouvernement et qui sera composé à parité de 2 rapporteurs et de 2 vice-présidents, majorité opposition. Donc nous rentrons vraiment en droite ligne avec l'ensemble des besoins exprimés par la classe politique quant à un meilleur suivi des recommandations consensuelles issues de cette concertation. Et ils seront désignés par qui, les membres de ce comité? Mais comme son nom l'indique, vous voyez très bien que d'un côté, nous avons la majorité, de l'autre côté, nous avons l'opposition. Donc l'opposition va se réunir et désigner le vice-président qui sera membre de cette commission. Et cela va de soi aussi pour le rapporteur. Et du côté de la majorité, nous allons procéder de la même façon pour qu'effectivement, en parité égale, nous puissions mettre en place ce comité qui devrait se charger d'assurer le meilleur suivi pour le bon rendu de l'ensemble des recommandations consensuelles issues de cette concertation. Revenons sur les travaux de la concertation. Pour la majorité présidentielle, c'est une réussite parce que vous avez réussi à travailler avec l'opposition, mais pas toute l'opposition. Alors, que pensez-vous de cette opposition qui s'est mise en marge des travaux? Est-ce qu'il faut craindre cette posture pour la suite du processus électoral quand il sera enclenché? Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que la concertation a été inclusive, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous avons constaté qu'il y a une frange, certains acteurs de l'opposition qui ont décidé délibérément de ne pas participer à cette concertation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous restons dans la dynamique de dialogue et une main tendue. Mais nous restons aujourd'hui satisfaits des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. L'opposition estime, une partie de l'opposition estime que n'être pas revenu sur la question de la limitation des mandats est un recul de la démocratie au Gabon. Que répondez-vous à cela, monsieur le ministre? Je ne partage pas du tout l'avis de cette frange de l'opposition. En quoi c'est un recul? Ce n'est pas un recul puisque derrière, il y a des gains, des économies qui sont réalisées. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mieux expliquer aux populations. L'élection n'a pas de prix, l'élection a un coût. Et si l'élection a un coût, il faut le supporter, il faut le financer. Et nous pensons qu'en ramenant l'élection à un tour et en ayant des mandats harmonisés de 5 ans,
Cela permettrait effectivement aux finances publiques de pouvoir soulager. Mais il faut démontrer cela. Comment? L'histoire démontre ceci, parce que pour mieux s'orienter dans l'obscurité de l'avenir, il faut s'inspirer toujours de la lumière du passé. Que dit le passé? Le passé nous renseigne sur les élections présidentielles, les élections législatives et locales combinées que nous avions déjà eues. Donc en 2016, il y a eu cette élection présidentielle, mais le coût de l'élection présidentielle était de 46 milliards de francs CFA. Les chiffres sont connus, parce que les chiffres dont je vous donne ici sont des chiffres issus, n'est-ce pas, du rapport de la Cour des comptes, à savoir aujourd'hui la loi des règlements. Quand on examine le coût des élections législatives et locales combinées de 2018, ça fait 42 milliards. Et si nous prenons les 42 milliards pour ces deux élections combinées, qui dit élection combinée dit 3, en ce sens que l'élection législative a 2 tours et l'élection locale 1 tour. Donc l'élection locale représente le 1/3 du montant. Donc le 1/3 de 42 milliards vous amène à 14 milliards de francs CFA. Donc l'élection législative elle-même de 2 tours coûte 14 plus 14, ça fait 28 milliards, donc les 2/3. Donc en allant sur 1 tour, ça voudrait dire que les finances publiques, l'économie du pays va générer une marge de 14 milliards en Suisse parce qu'il n'y aura plus de deuxième tour. Prenons maintenant l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il a été convenu lors des accords d'Angontier de pouvoir aller à une élection de 2 tours. Mais sauf que nous ne l'avions pas expérimenté. Ça voudrait dire que nous sommes dans une inconnue. Mais ce que nous connaissons, c'est le premier tour. Mais le premier tour, en 2016, montre que le budget qui a été mis en place pour pouvoir mener à bien cette élection, c'était de 46 milliards. Donc ça voudrait dire que si nous faisons un deuxième tour, ça voudrait dire, de manière arithmétique, nous reproduisons pratiquement 46 milliards en plus, puisqu'il faut remobiliser. Et encore là, les délais qui sont impartis restent à savoir combien de fois il faudrait le faire. Donc ça fait que 46 plus 14, ça vous donne 60 milliards. Des gains suffisamment conséquents pour calmer les critiques liées à ces recommandations. Justement, parce qu'aujourd'hui, les populations, il faut les apaiser en amont d'abord. Ils ont des préoccupations pour lesquelles je pense que le gouvernement doit apporter des solutions. Parmi ces préoccupations, vous conviendrez avec moi qu'il serait bien que le problème du chômage, le problème d'emploi des jeunes, des femmes, est une préoccupation. Le problème d'infrastructure de base est une préoccupation. Donc aujourd'hui, nous pensons que la dynamique qui est engagée sur le processus de diversification de sources de croissance, il ne peut pas avoir de diversification sans énergie. Donc ça voudrait dire que les 60 milliards d'économies générées aujourd'hui vont servir, à pouvoir satisfaire les besoins sociaux de base dans l'éducation, dans la santé, dans l'énergie qu'il faudrait investir, mais également investir aussi pour pouvoir accompagner un tissu du secteur privé qui va porter la croissance, une croissance inclusive et durable à travers la petite et moyenne entreprise qui pourrait être soutenue par l'État. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose qu'il faut mieux expliquer aux populations les gains de productivité issue, n'est-ce pas, de cette grande décision. Vous avez justement parlé de chômage et nous avons sillonné les rues de Libreville et interrogé des jeunes et c'est leur principale préoccupation, le chômage. Et on voudrait savoir, entre les promesses faites par le président Ali Bongo à l'entame de son second mandat, 2016-2017, et la réalité aujourd'hui, la Banque mondiale estime à environ 20 à 38% le taux de chômage qui varie selon les tranches d'âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les promesses de 10 000 emplois par an, 20 000 des fois, n'ont jamais été comblées? Non, je ne dirais pas que les promesses n'ont pas été comblées. Pour mieux s'orienter dans l'obscurité de l'avenir, il faut s'inspirer de la lumière du passé, je vous ai dit. Et une chose est sûre, c'est que l'emploi au Gabon répond à une préoccupation qui est vraie de la jeunesse. Mais le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a créé des instruments pour accompagner l'entrepreneuriat national. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la fonction publique ne permet plus de garantir l'emploi aux compatriotes, que ce soit aux jeunes et aux femmes.
Donc, il faut créer des opportunités. Et c'est que la création des opportunités vient par le processus de diversification qui a été enclenché dans les secteurs moteurs de la croissance. Dans ces secteurs moteurs de la croissance, nous avons effectivement, pour parler du secteur réel, l'agro-industrie. Donc ici, il y a tout un écosystème qui a été mis en place. Les gens pensent que, parce que lorsqu'on construit une maison, quand on est encore dans les fondations, on ne voit pas la maison. Mais cependant, la fondation prenant du temps, mais lorsqu'on s'aperçoit que le montage des briques et qu'on arrive au toit, on constate maintenant que la maison est construite. Qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions pensé que la petite et moyenne entreprise, qui est la solution pour pouvoir répondre aux problèmes d'emploi des jeunes, parce qu'il faut aller à l'autonomisation des jeunes et à l'auto-entrepreneuriat des jeunes, il y avait 3 préoccupations qu'il fallait répondre. Première préoccupation, c'est la structuration de la petite et moyenne entreprise. Deuxième préoccupation, c'est l'accès au marché de la petite et moyenne entreprise. Parce que c'est elle qui crée la richesse, c'est elle qui crée l'emploi. Et troisième préoccupation, c'est l'accès au financement. Donc nous voulons aujourd'hui une petite et moyenne entreprise dynamique, capable de créer la richesse, mais une richesse inclusive qui profite à tous. Donc nous avons pu mettre en place des instruments. Donc les incubateurs ont été mis en place, d'abord par le gouvernement, et puis avec le soutien de l'Union européenne, où dans le cadre du programme CAP sur l'autonomisation des jeunes, il y a eu 9 incubateurs qui ont été mis en place. Ces 9 incubateurs vont aider à mieux structurer la petite et moyenne entreprise. Deuxièmement, il y a eu la maison de l'auto-entrepreneur qui a été mise en place. Tous ces outils concourent effectivement à pouvoir changer le logiciel mental de la jeunesse pour dire que ce n'est plus forcément la fonction publique qui est la solution, mais la solution, c'est aussi l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un impact quantitatif estimable de ces projets? Oui, il y a un impact quantitatif. Le 9 mars dernier, 2022, il y a eu une première cohorte de 50 qui ont été sélectionnées comme étant des petites et moyennes entreprises sur la base des critères rigoureux, ont été sélectionnés et présentés, et qui doivent subir un programme d'accélération à travers le Fonds Okume Capital. Le Fonds Okume Capital, c'est un véhicule que le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, a mis à la disposition de la jeunesse pour accompagner le troisième élément, le troisième segment, à savoir le financement de la petite et moyenne entreprise. Parce que la préoccupation qui était la leur, c'est comment trouver les financements, parce que les banques commerciales et les banques ordinaires n'arrivaient pas à mieux accompagner la petite et moyenne entreprise. Vous avez parlé, monsieur le ministre, de l'agro-industrie, et je vais revenir comme ça sur le programme Graines, qui à son lancement était censé réduire les importations de 50% et d'améliorer le rapport de l'apport de l'agriculture dans le PIB de 5 à 20%. Est-ce qu'aujourd'hui, ce programme a rempli ses missions? Sinon, comment comptez-vous l'améliorer? Le programme Graines avait cette ambition noble, et l'ambition reste encore en vigueur aujourd'hui, à savoir réduire de 50% les importations, parce que le Gabon aujourd'hui importe pour environ 400-500 milliards de francs CFA sur les denrées alimentaires. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Mais il faut inverser la tendance. Mais quelle est la tendance? C'est changer de modèle économique. Le modèle économique voudrait qu'il faut aller vers une production locale de ce que les Gabonais consomment au quotidien. Made in Gabon. Consommer du Made in Gabon. Consommer du Made in Gabon. Mais comment amener les Gabonais à consommer local? Il faut effectivement investir sur les différentes chaînes de valeur. Parmi la première chaîne de valeur, c'est la production. On ne peut pas espérer baisser de 50% les importations si nous n'avons pas en face une production. Donc, le programme Graines venait répondre à un premier souci de production. Après la production vient la deuxième préoccupation, c'est la transformation locale, parce que c'est là où on crée effectivement la richesse. Et donc, en faisant une remontée de chaîne de valeur dans la filière agro-industrielle, cela ramenait à ce que le moteur domestique en termes de production vivrière puisse connaître un saut qualitatif. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la même dynamique puisque nous avons contracté avec le soutien de la Banque africaine de développement le PAPG1. Le PAPG1, c'est le programme Graines reformé pour répondre aux ambitions de développement dans le secteur agricole. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle classe. Moi, en charge de l'entrepreneuriat national aujourd'hui, il va avoir une classe d'agripreneurs, donc des entrepreneurs agricoles qui doivent accompagner effectivement la dynamique de l'industrie
alimentaire. Vous avez parlé des secteurs de croissance, l'agro-industrie, mais aussi la foresterie, l'écotourisme et l'énergie verte. Des secteurs identifiés par la Banque mondiale comme étant des secteurs d'avenir au Gabon. Quelles sont les stratégies pour développer ces filières-là et attirer plus d'investisseurs privés notamment? Bien. Comme vous l'indiquiez, le Gabon avait bâti son modèle économique à partir du pétrole qui représentait dans ses ressources propres environ 60 à 80%. Le président de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba, s'est engagé dans un processus de diversification de sources de croissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait observé ces dernières années une tendance baissière de la production pétrolière, qui oscille aujourd'hui autour de 10 millions de tonnes de barils métriques aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il fallait identifier quels sont les secteurs relais pour pouvoir suppléer le pétrole. Et là, j'en conviens avec vous, vous avez énuméré effectivement la foresterie, vous avez énuméré l'écotourisme, vous avez énuméré l'énergie verte, donc l'énergie durable, et enfin l'agro-industrie. Effectivement, nous avons un potentiel énorme en matière de forêt. C'est 23 millions d'hectares et 88% de couverture de forêt. Donc un écosystème forestier qui permet effectivement de pouvoir tirer profit du potentiel que nous avons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avant 2010, nous avions fait de l'exploitation du bois à travers des grumes. Mais en 2010, il y a eu une interdiction des grumes pour aller vers une première transformation. Et c'est cette première transformation qui a amené la mise en place d'une zone industrielle de bois qui est Nkock. Tout à fait. Un projet dont on ne cesse de vanter les mérites. Tout à fait. Et Nkock, aujourd'hui, a permis à cette industrie du bois de faire un saut qualitatif en termes de création de richesses, en termes de production et en termes de valeur ajoutée. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces éléments-là, nous pensons que nous devions poursuivre le processus de diversification dans ces 4 secteurs, mais surtout créer un écosystème autour de chaque secteur qui a été identifié comme moteur de croissance économique. Mais cet écosystème doit être composé par la petite et moyenne entreprise qui doit participer au développement de chaque filière telle que identifiée, comme vous venez de l'indiquer. L'activation, on va rester dans l'économie, le commerce, l'activation de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf africaine, a étendu aux frontières continentales les limites du commerce sur des pays africains. Quelle est aujourd'hui la stratégie mise en œuvre par le Gabon pour profiter pleinement de ce vaste marché? Nous rappelons au passage que vous êtes depuis juillet 2022 le président du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf. Justement, merci beaucoup, madame. La zone de libre-échange continentale est une grosse opportunité pour les Africains. Effectivement, depuis juillet, je suis le président du Conseil des ministres des pays de la zone de libre-échange continentale. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce marché africain va permettre de développer les échanges intra-africains. Parce qu'il a été démontré, constaté, que le commerce intra-africain est très faible. Et il représente environ près de 3%. Or, si nous devions effectivement profiter de cette opportunité qu'offre la ZLECAf, c'est la capacité à développer des entreprises compétitives. Compétitives dans les différents segments. Pour le Gabon, je crois qu'un investissement doit être orienté vers la petite et moyenne entreprise pour développer des chaînes de valeur. C'est dans les chaînes de valeur qui peuvent être des chefs de chaînes de valeur nationales, des chaînes de valeur régionales et des chaînes de valeur mondiales. Je m'explique. Pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Rwanda fabrique des smartphones. Le smartphone made in Rwanda. Mais nous pensons que dans cette dynamique de la zone de libre-échange continentale, vous en conviendrez avec moi, madame, c'est que vous-même, pour vos besoins quotidiens, votre téléphone a besoin d'au moins 3 chargeurs. Vous avez un chargeur pour le bureau, vous avez un chargeur pour la maison et vous avez un chargeur dans votre voiture. Ça fait 3 chargeurs pour un téléphone. Nous pensons que
le marché commun intra-africain donne des opportunités à chaque État d'intégrer des chaînes de valeur qui peuvent être régionales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gabon, qui ne produit pas de smartphone, peut saisir l'opportunité de développer la chaîne de valeur qu'est la production des chargeurs. Parce que l'objectif de la zone de libre-échange continentale, c'est aller vers une coprospérité. Et cette coprospérité, c'est la capacité de chaque État de saisir l'opportunité de se positionner dans une chaîne de valeur, qui peut être une chaîne de valeur nationale, régionale ou mondiale. Et le Vietnam l'a fait. Aujourd'hui, nous parlons du Samsung. Mais le Samsung, il n'est pas fabriqué au Japon, il est fabriqué au Vietnam. Et le Vietnam s'est positionné dans ce segment comme étant les meilleurs aujourd'hui en termes de production de smartphones de type Samsung. Je crois que le Gabon a du potentiel. À travers la zone économique spéciale d'Uncock, où nous nous positionnons déjà à travers la filière bois, on peut effectivement, dans la remontée de chaînes de valeur à partir de la zone économique spéciale d'Uncock, développer et intégrer l'initiative guidée que personnellement j'ai lancée à Accra, de pouvoir commencer à faire en sorte que les États de notre continent commencent à commercer entre eux. Il y a des pays qui ont besoin du bois. Au lieu d'attendre le bois qu'ils achètent à l'état brut, quelque part dans un pays, et de le renvoyer dans nos États après la transformation et qui coûte 2 fois, 3 fois plus cher, parce que c'est là où effectivement qu'on crée la richesse. C'est à la transformation, d'où aujourd'hui la grande décision du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'interdire la vente, l'exportation de grumes et d'aller vers une première transformation. Et là, nous envisageons d'aller vers une troisième et deuxième transformation pour qu'effectivement toute la remontée de chaînes de valeur puisse être profitable, n'est-ce pas, au Gabon. Et je crois que l'opportunité qu'offre le marché de la ZLECAf est une opportunité pour les pays africains de saisir, parce que c'est un grand marché qui couvre environ 1,2 milliard. Et 1,2 milliard, ce n'est pas négligeable. Mais comment intégrer ce marché? Il appartient de développer des stratégies, mais l'une des stratégies, c'est intégrer à travers les chaînes de valeur qui peuvent être régionales, nationales ou mondiales. Revenons sur la question du chômage, la lutte contre le chômage. Vous l'avez tantôt dit, l'État ne peut pas employer tout le monde. Tout à fait. À votre niveau, vous êtes ministre du Commerce, petites et moyennes entreprises, l'entrepreneuriat national. Quels sont les mécanismes mis en œuvre au niveau de votre ministère pour faciliter la création d'emplois? Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser la jeunesse. Sensibiliser la jeunesse en rappelant ce que je venais d'indiquer, que la fonction publique ne constitue plus une source d'opportunité pour l'emploi de la jeunesse africaine de manière globale, et particulièrement pour le Gabon. Il faut donc les orienter vers l'entrepreneuriat. Mais les orienter vers l'entrepreneuriat, c'est la mise en place des incubateurs. Il faut des incubateurs, il faut des accélérateurs pour avoir demain des champions nationaux. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la ZLECAf, mais pour pouvoir compétir à la ZLECAf, il faut des champions nationaux. Donc là, en ce qui concerne le département dont j'ai la charge, il y a eu la mise en place de l'espace PME, qui est un incubateur, pour pouvoir accompagner les jeunes à mieux se structurer. À côté de l'espace PME, il existe au Koumé Capital, à son sein, il y a un accélérateur. Et cet accélérateur, c'est pour ceux qui sont déjà dans le business et qui ont besoin d'acquérir d'autres rudiments et de faire un saut qualitatif. Et nous avons aussi des autres incubateurs dans le numérique, qui est la SYNC, qui accompagne aussi pour les startups, parce que nous pensons aujourd'hui que l'évolution du monde économique commande que le numérique aujourd'hui et le digital offrent plus d'opportunités à la jeunesse et qu'il ne fallait pas rester en marge, d'où aujourd'hui cet incubateur qui accompagne les startups dans le domaine du numérique. Donc, tout cet écosystème est déjà mis en place dans le ministère dont j'ai la charge, accompagné de la maison de l'auto-entrepreneur. Et là-bas, ils ont toutes les formations pour mieux les accompagner, pour mieux les structurer. Et une fois qu'ils sont mieux structurés, nous avons mis en place maintenant des instruments pour mieux les accompagner. Quels sont les instruments? Le gouvernement a pris une loi sur la sous-traitance pour répondre à l'accès au marché. Il fallait effectivement qu'ils aient des marchés. Mais comment? Donc il y a une loi sur la sous-traitance. À côté de la loi sur la sous-traitance, au niveau de la Chambre de commerce, il y a la bourse de la sous-traitance. Mais cela ne suffisait pas
Dernièrement, le gouvernement a pris encore une autre décision forte, c'est l'agrément PME, qui permet de légitimer un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui sont rigoureusement constituées et mieux accompagnées pour bénéficier, n'est-ce pas, d'un statut de l'agrément PME. Et donc cet agrément PME leur donne des avantages fiscaux pour pouvoir mieux s'organiser et mieux se fortifier, et de deux, aller vers ce que nous appelons la fabrique des champions nationaux. Parce que ça ne se décrète pas, ça se prépare. Nous revenons à votre casquette de porte-parole du gouvernement pour évoquer justement la question de l'emploi toujours. Le président national du PDG, le président Ali Bongo, président du Gabon, est candidat à la prochaine élection. Quelle est l'offre en termes d'emploi pour les jeunes? Qu'est-ce qu'il propose aux jeunes? Bien, dans son discours du 16 août dernier, il a proposé aux jeunes un nouveau modèle. C'est l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat à travers quoi? À travers l'économie sociale et solidaire. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est important que l'entreprise coopérative autant pour moi, trouve son sens. D'où dernièrement, au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a pris une loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire pour que nous puissions accélérer l'auto-emploi avec un statut d'auto-entrepreneur. Parce que, voyez-vous, vous aviez dit que vous avez sillonné sur les rues de Libreville. Lorsque vous arrivez au feu rouge des affaires étrangères, vous allez constater qu'il y a des compatriotes qui vendent des citrons debout, qui vendent des noix, des noisettes, qui vendent aussi des masques. Mais ces personnes-là mènent une activité économique. Mais malheureusement, ils n'ont pas de statut qui leur permet effectivement de profiter. Donc vous allez de le statut. Donc nous allons structurer l'informel en leur offrant un package social. C'est quoi le package social? Nous pensons qu'aujourd'hui, ces personnes qui exercent leur activité n'ont pas de couverture CNSS, n'ont pas de couverture d'ACNAM-GS. Le gouvernement se propose de les accompagner en les identifiant d'abord et en les immatriculant, en leur offrant un package qui leur permettra désormais de bénéficier de ce package social. Et ce package social va donc nous donner progressivement d'atteindre l'objectif de 100 000 auto-entrepreneurs, mais en les orientant vers cette structuration à travers les incubateurs, vers cette accélération à travers Okume Capital, mais aussi à leur donner la possibilité de financer et de développer, parce qu'il y aura 3 catégories. On aura ceux qui sont déjà, comme le cas que je viens d'illustrer, qui sont déjà en activité, qu'il faut accompagner pour densifier leur activité, donc des activités génératrices de revenus. Il y a ceux qui n'ont pas encore d'activité, mais qui ont des projets qu'il faut accompagner et structurer et les financer. Et il y en a ceux qui veulent effectivement faire un saut qualitatif parce que nous pensons que le modèle de l'assistanat n'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est comment faire un saut qualitatif de l'assistanat vers les activités génératrices de revenus. Mais quelle activité génératrice de revenus qui leur donne un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est là où nous pensons qu'ils vont jouer leur rôle d'acteurs économiques et ils vont jouer leur rôle de pouvoir aussi répondre aux besoins économiques et sociaux de leur petite famille en leur donnant leur dignité humaine. Monsieur le ministre, un mot avant de sortir de cette interview, un mot pour les jeunes en cette année électorale, année de grande élection présidentielle, législative et municipale. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux jeunes qui semblent avoir perdu un peu d'espoir? J'ai un message que j'envoie à la jeunesse gabonaise en particulier. Je veux inviter la jeunesse à comprendre que lorsqu'on est jeune, c'est qu'on a plein d'énergie. Donc on est une force. Et lorsqu'on a une énergie, il faudrait partager un rêve aux jeunes. Un jeune, il faut un modèle pour rêver. Il faut qu'il rêve. Et si un jeune rêve, il faut lui donner la possibilité d'espérer, l'espérance. Donc,
l'énergie, le rêve, l'espoir, ce sont les moteurs pour une nation qui veut se développer. Donc le Gabon est dans un processus de transformation de son modèle économique. Un modèle économique qui invite le secteur privé à prendre une place importante dans notre tissu. D'où la jeunesse doit prendre conscience de son rôle en tant qu'acteur. Mais acteur pas en tant que fonctionnaire, non. Acteur à travers l'auto-entrepreneuriat. Acteur à travers l'entrepreneuriat de manière globale. Parce qu'il y a des secteurs qui ont été identifiés pour tirer la croissance économique de notre pays. Et ce sont ces secteurs où ils doivent investir, où ils doivent s'intéresser. Et ces secteurs font partie du plan de relance de l'économie que le Gabon a présenté en 2017, repris dans le plan d'accélération de la transformation. Donc, jeunes, saisissez cette opportunité que vous offre aujourd'hui le gouvernement, à travers le ministère dont j'ai la charge, pour que vous veniez accepter de vous former à travers les incubateurs, accepter de vous faire accompagner à travers des accélérateurs. Oui, nous avons l'espace PME. Oui, nous avons le fonds Okoumé. Oui, nous avons l'incubateur multisectoriel de Libreville. Et bien d'autres. Nous avons la SINC par secteur d'activité. Ces outils ont été mis à votre disposition pour mieux vous accompagner, y compris la maison de l'auto-entrepreneur. L'État a encore fait un effort. La question sur l'emploi et les marchés. Les marchés étaient difficiles pour vous, mais il y a une opportunité. C'est cette loi sur la sous-traitance, où la jeunesse doit comprendre que cette loi est profitable pour la petite et moyenne entreprise. Mais quelle petite et moyenne entreprise? Une petite et moyenne entreprise opérationnelle, rentable et responsable. Donc, c'est cette petite et moyenne entreprise que j'ai appelée une entreprise en or. Or, pourquoi? Parce qu'elle doit être opérationnelle. Son opérationnalisation commande qu'elle gagne des marchés. Et pour les marchés, c'est cette loi. À côté de cette loi, nous avons la bourse de sous-traitance pour accompagner la dynamique. Jeunesse, c'est à vous que je parle. Ces instruments, ce sont vos instruments que nous mettons à votre disposition. Jeunesse, à côté du marché, nous avons pensé que la question de financement était un problème. Et là aussi, les pouvoirs publics ont pu trouver des mécanismes. Il y a la société de garantie du Gabon. Cette société va vous aider parce que hier, il a été démontré qu'il était difficile de pouvoir réunir les garanties auprès des banques commerciales et bénéficier d'un financement. Aujourd'hui, la société de garantie du Gabon est l'outil qui va vous accompagner. Il y a déjà aujourd'hui une ligne disponible à la BICIC de 2,5 milliards. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il y a une ligne disponible à BGFIBAN de 2 milliards. C'est possible pour vous, les jeunes. Et il y a une autre ligne qui vont se mettre en place dans les établissements de microfinance parce que nous pensons que le financement et l'accompagnement de l'auto-entrepreneuriat des jeunes comme des femmes sera fait à travers les établissements de microfinance. Et le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a mis tous ces mécanismes en place en instruisant son gouvernement de ne ménager aucun effort pour que ces instruments soient opérationnels. Aujourd'hui, ils sont opérationnels et voilà la jeunesse, à vous de jouer. Le message à l'endroit des jeunes gabonais est passé, le message du ministre Yves Fernand Mafumbi, ministre gabonais du commerce, des PME, de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale, par ailleurs, porte-parole du gouvernement gabonais. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette interview sur Africa 24. Restez connectés pour d'autres informations.